et la culture plutôt des forces de vente Nexity, c'était plutôt chasseur. Alors je vais vous faire un truc de boomer, hein. Moi mon truc c'est matrice Eisenhower et loi de Pareto, quoi. Ok. Voilà, moi c'est mon sujet, c'est comment je fais pour optimiser mon temps pour que 80% de ce que je fais me rapporte le maximum. De la valeur, ouais. Donc certains diront c'est super, il n'avait pas de prospection. Et ben je vais vous dire que j'avais un autre problème. L'autre problème était que je devais gérer absolument tous les flux. Je pense que là, on est retombé dans une mécanique de vente où le vendeur, c'est comme un sportif de haut niveau. Ouais. Il a intérêt à être entraîné, quoi. Bien sûr. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Potier, directeur des nouveaux produits d'investissement chez Nexity, et plus particulièrement chez Nexity Investisseurs. Olivier nous expliquera la nuance, elle sera essentielle dans cet épisode. En un mot, la mission d'Olivier, c'est désormais de trouver le moyen de démocratiser l'accès à l'épargne immobilière pour la rendre accessible au plus grand nombre. Comme vous le savez sans doute, Nexity, c'est le leader français des services immobiliers avec 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et quelques 8500 collaborateurs. Olivier rejoint Nexity en 2007 et après avoir été directeur commercial, directeur des business units, il est dorénavant en charge de développer une nouvelle ligne de produits pour Nexity Investissement. Bonjour Olivier, comment ça va ? Ça va, merci de m'inviter. Eh ben avec plaisir, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente. Alors au programme de cet épisode, on va parler de construction commerciale et tâcher de répondre aux problématiques que sont comment s'adapter perpétuellement à son marché pour mieux anticiper ses besoins, comment construire une équipe de vente agile, pragmatique, pour finalement répondre à une question essentielle pour tous, comment lancer un nouveau produit et craquer un nouveau marché. Ça te va ? Parfait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots déjà sur toi, sur d'où tu viens, ton track record et comment en fait tu es tombé dans la vente ? Oui, avec plaisir. Donc moi je suis Olivier Potier, j'ai 49 ans. Je vous soupçonne effectivement de m'avoir choisi pour mon âge pour le côté boomer, mais ça c'est autre chose. Donc grosso modo, je viens d'où ? Donc moi j'ai fait un cursus à la base de droit. Okay. Après, si on parle de la vente et comment j'y suis tombé, donc j'ai la particularité d'avoir un tissu familial que je vais résumer très rapidement. Donc moi dans la famille, la commerçante c'est ma maman, puisqu'elle était bijoutière, donc elle avait ouvert des commerces de bijouterie hors argent et ensuite bijoux fantaisie grossiste. Donc grosso modo, une partie de ma vie c'était quand même de se balader dans les magasins. Donc voilà, donc la première approche de la vente et du commerce, je pense que ça se situe là. C'est le terrain et c'est le terrain, voilà, donc il y a des anecdotes, mais je ne vous les livrerai pas. Ensuite, d'une autre partie, et on en reviendra, parce que je pense que c'est quelque chose qui est central dans ma carrière, ou en tout cas dans la ligne ce que j'ai suivi. Du côté de ma mère, encore une fois, j'ai un grand-père qui a fondé une banque, enfin qui a été dans une banque régionale, et donc du coup, je ne sais pas si c'est un biais cognitif, mais en tous les cas, j'ai été sensibilisé aux mécaniques de banque. Voilà. Donc je connais, on va dire, ces sujets-là. Donc, ça, c'est mes premières approches. Ensuite, peut-être pour faire un lien simple. Donc j'étais parti pour faire un cursus de droit. Après, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais mon père est tombé malade. Ma mère, qui était commerçante, et ça va parler à tous, a dû moins travailler. Quand on travaille moins, quand on est commerçant, on fait moins de chiffre d'affaires. Si on fait moins de chiffre d'affaires, c'est moins facile, je vous assure. Et donc dans cette partie, le choix a été de ne pas aller jusqu'au bout de mon cursus de droit et d'opter pour les cursus courts de l'époque qui étaient les BTS. Ouais. Et donc le choix se portait à l'époque sur des BTS en ce qui me concerne, qui étaient les BTS commerciaux, me permettant d'avoir une alternance et un salaire. Voilà. Et donc pour faire simple, j'ai cherché une entreprise et c'était un petit laboratoire pharmaceutique. Où là j'ai fait le métier, ou en tout cas j'ai appris les gammes
de délégué médical, quoi, un peu. Alors c'est pas du B2B, mais presque. Voilà, donc ma première approche entre guillemets sur je veux faire un boulot et puis comment le faire, on va dire que c'est ça. Ça commence là. Ok. Ça commence là. Top. Donc de ton historique, on va dire familial dans le domaine de la vente, quelle analyse tu fais justement sur la différence entre le métier de commercial d'il y a 25-30 ans et d'aujourd'hui? Ouais, et du coup, la passerelle qui fait que ça m'emmène à Nexity, c'est intéressant comme question. Peut-être pour faire la bonne jonction. Donc effectivement, j'ai fait ce cursus de BTS et de délégué médical. Après, j'ai pas poursuivi dans la partie pharmaceutique. Donc je fais partie de cette génération. J'ai fait mon service militaire. C'est formateur aussi. C'est formateur. Alors après, c'était moins dans le domaine de la vente, mais enfin de la cohésion de groupe, ça raconte quelque chose. Donc ensuite, je suis arrivé sur le marché du travail à une époque où, un peu comme aujourd'hui, il y avait une tension, sauf qu'il y avait des gros employeurs qui sont toujours existants. Donc, moi, je suis rentré dans la banque en fait. J'ai fait ce choix de rentrer dans la banque, plutôt par la petite porte. Et donc du coup, pour faire le lien, je suis rentré dans la banque et j'ai fait tous les métiers dans la banque, tous les cursus. J'ai refait un cursus bancaire. Et donc, si je vais très vite, j'ai commencé en agence, donc j'ai tenu des portefeuilles de clients particuliers. J'ai ensuite fait du professionnel, financer des boîtes, fait de la gestion de patrimoine, gérer des équipes. Et pour répondre à ta question précisément, il y a 20-25 ans, le gros de mon business, c'était répondre à des gens, appeler des gens, proposer absolument des produits à chaque interaction qu'on pouvait avoir avec des clients ou des prospects. Et donc, moi, je suis rentré dans le business de la vente, peut-être par un biais qui m'a ensuite emmené jusqu'à aujourd'hui, qui était pas trop la prospection. Donc certains diront c'est super, il n'avait pas de prospection. Et je peux vous dire que j'avais un autre problème. L'autre problème était que je devais gérer absolument tous les flux. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez en banque à cette époque-là, le sujet numéro 1 était le téléphone. Et donc je peux vous assurer que j'avais des fois des journées à 120, 130 coups de téléphone, où c'est très compliqué d'avoir une sorte de lucidité sur qu'est-ce que vous voulez vendre, à qui, comment, où, et à gérer toute l'administratif qui va derrière. Donc, pour revenir sur mon propos... Et c'était les prémices du CRM en plus, c'était pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Exactement. Se souvenir de ce qu'on avait vendu à qui. Exactement. Non, je suis d'accord, je rebondis là-dessus, c'est qu'il y avait déjà en plus, la bonne nouvelle, c'est que j'étais en banque, donc il y avait de la gestion de données. Donc je pouvais quand même préparer mes appels ou mes réponses. Donc il y avait quand même de la gestion de la data. Alors c'était pas les CRM actuels et la fluidité des CRM actuels, et ça débranchait beaucoup. Néanmoins, j'avais quand même ça. Et heureusement que j'avais ça. Mais le sujet était vraiment de comment on faisait dans une journée qui était assez restreinte, puisque des ouvertures d'agences bancaires, c'était très timé. Vous ne pouviez pas arriver avant, pas après. Et donc, le gros sujet, c'était comment je gère mes ventes, mon administratif, mon aller-retour avec tous les services de back-office pour que ça se passe bien, et répondre aux clients pour que tout ça se passe dans le meilleur des mondes. Donc, grosso modo, j'ai vu toute l'évolution, et qui est pour moi une bonne évolution, qui est tous ces systèmes mis en place autour des commerciaux pour qu'ils aient beaucoup plus de facilité au niveau de l'information, tous les systèmes qui permettent aujourd'hui de souscrire en ligne, mais j'ai vécu tout ce qui se faisait à la mano, avec donc j'ai vécu tous les actes de vente qui se font à la mano, de visu, et avec des formulaires en 4 exemplaires. Donc ça, j'ai tout vécu. Donc la différence numéro 1 que tu constates, c'est de la simplification du métier avec beaucoup plus d'outils qui aident à la vente. Si je me mets d'un point de vue client, c'est le fait quand même de pouvoir communiquer par différents canaux avec ton conseiller ou ton commercial. Ça, c'est quand même une révolution. Bien sûr, Ta capacité de t'informer préalablement via des outils informatiques de manière ultra précise. Bien sûr. Et ta capacité d'avoir un maximum de documents en amont de la phase de vente pour pouvoir prendre ta décision. Maintenant, le sujet qui est pour moi toujours un sujet commun, c'est qu'à partir du moment où, et encore une fois, je mesure mon propos parce que ça dépend si on a une petite entreprise ou une grosse entreprise, mais quand tu es une très grosse entreprise, tu draines un énorme niveau de flux. Et ce niveau de flux qui doit être absorbé, traité par priorité. Celui qui veut acheter maintenant doit être traité maintenant, celui qui veut des réponses pour réfléchir, ainsi de suite. C'est quelque chose qui est toujours présent et qui fait
c'est à la fois de la relation client, c'est à la fois du care et c'est à la fois, entre guillemets, de bien organiser le closing. Voilà. Et donc tout ça, dit comme ça paraît simple, mais c'est une alchimie pas si simple. Ok. Et alors, justement, j'ai envie de dire, ces expériences bancaires, quels enseignements commerciaux t'en tires qui te servent aujourd'hui? Bon, comme forcément j'avais la déformation professionnelle du banquier, le commercial en banque, il doit être à la fois bon commercialement, enfin c'est ce qu'on estime vendre au départ, et à la fois très très bon en gestion administrative. Donc, si je traduis avec un vocabulaire un peu plus actuel, il faut qu'il ait le profil entre un chasseur et un éleveur, ce qui est fort peu probable, puisque c'est un peu antinomique. En fait, la réalité, c'est que non, il faut plus qu'il soit un éleveur et qu'il soit plutôt bon et structuré. Et donc, quand j'ai quitté un peu le domaine de la banque, je me suis reconcentré sur quel type de produit je vends ou quel type de service je vends. Okay. Et je pense que le tempérament est hyper important par rapport aux produits que vous vendez ou aux services que vous vendez. Et je trouve qu'il y a un lien très fort entre le profil du vendeur et le produit vraiment le produit que vous vendez. Et notamment si le produit... C'est le marché mature. Exactement. Si y a besoin d'évangéliser ou pas. Mais on va en parler de cet aspect de tempérament, c'est hyper intéressant. Parle-nous peut-être de la proposition de valeur de Nexity Investisseur, du projet que tu portes depuis 1 an et demi et justement de comment tu fais pour craquer ce marché. Ouais. Donc, alors, moi, ça fait 15 ans que je suis chez Nexity, mais peut-être qu'on y reviendra. Donc, j'ai travaillé plein d'autres sujets auparavant. Moi, mon domaine de compétence, vous l'avez compris, c'est la vente, c'est l'immobilier, c'est l'investissement au sens large. Et donc, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai tapé dans la main de Fabrice Aubert, qui est le directeur général du groupe, pour rejoindre une équipe, vraiment une équipe pluridisciplinaire sur une thématique. C'est qu'en fait, Nexity traite assez bien toutes les verticales, c'est-à-dire le client particulier, le client entreprise, le client collectivité, donc on le traite plutôt bien. Maintenant, il y a un client qui est présent, mais sur lequel on n'avait pas forcément d'organisation spécifique, qui est l'institutionnel. Alors, quand je parle d'institutionnel, investisseur institutionnel, et vous allez voir pourquoi on a mis investisseur, parce qu'on va traiter tous les investisseurs. L'investisseur institutionnel, en 2 mots, c'est les banques, c'est les assureurs, c'est les family office, c'est tous ceux qui ont du capital à déployer. Okay. D'accord ? Et donc derrière tout ça, vous avez tout ce qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, fonds d'investissement, produits d'assurance vie, produits d'épargne pour les clients, voilà. Et on peut plutôt bien s'amuser sur cette verticale. Ces investisseurs institutionnels, s'ils s'intéressent à l'immobilier, c'est que c'est une classe d'actifs qui peut être effectivement pertinente pour aller déployer du capital. Bon. Jusqu'à présent, les institutionnels ils viennent nous voir et puis ils parlaient avec des opérationnels qui étaient plus des développeurs programmes et ainsi de suite. Okay. Et donc là, on a créé une équipe qui va d'abord répondre aux thèses d'investissement de tous ces investisseurs institutionnels. Okay. Ça, c'est la première brique qui est, on va dire, la pierre angulaire. Et l'autre partie, qui est donc le chantier, l'autre partie de mon travail, et donc là, c'est moi qui suis le porteur du projet, c'est comment, du coup, lorsqu'on va voir ces investisseurs institutionnels, qu'on travaille de la commercialisation ou qu'on travaille éventuellement des thèses d'investissement, pourquoi pas travailler des produits et des fonds qui pourront être logés dans des instruments financiers qui vont permettre d'ouvrir et de démocratiser l'investissement à tout type de clients, aux particuliers. Et donc, on va pouvoir rentrer dans différentes mécaniques qui ont plein d'avantages. Et donc, mon sujet, c'est ça. C'est d'industrialiser. Voilà, c'est de Nexity, le savoir-faire, c'est l'immobilier. On va avoir les institutionnels pour éventuellement avoir les capitaux pour faire les produits, pour distribuer des produits qui font et qui font très bien. Et ça, on veut le démocratiser pour que les produits qui étaient éventuellement proposés essentiellement à des clients qui avaient des niveaux de revenus très élevés, et bien là, on va l'ouvrir à des personnes, par exemple, qui ont 25 ans et qui se disent, tiens, moi en fait, j'aimerais bien investir 100 €, mais je veux investir 100 € avec effectivement des stratégies d'investissement à terme. Ok, top. Alors, dans tes précédentes responsabilités chez Nexity, tu as eu par le passé à gérer l'intégration. Il y a eu 100 recrutements qui ont été faits en 1 mois et demi, et toi, tu as dû intégrer tout ça. Est-ce que tu peux revenir sur la rentabilité de cette organisation sur cette étape. Sur cette belle étape. Sur cette étape, oui, alors c'est fondateur cette étape pour le coup.
Eh bien, pour faire la passerelle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et donc j'accepte de venir chez Nexity pour mettre en place des partenariats, pour faire les financements, pour que les clients de Nexity puissent acheter en résidence principale, en investissement locatif, en résidence secondaire, pour acheter des locaux commerciaux et tout ça. Donc voilà, moi je suis rentré sur les partenariats, sur un projet comme ça aussi qui avait une grosse ambition et sur lequel l'exécution a certainement été un peu trop rapide, puisque cette société, qui était une société de courtage, on va dire, eh bien 130 collaborateurs ont été recrutés en moins de 2 mois. Donc là, on revient sur l'utilité de bien recruter et de savoir pourquoi on recrute et est-ce que le modèle correspond bien. Et le modèle, c'était effectivement faire une sorte de copycat ou de la CAFPI à l'époque. Là, on parle de l'époque où Meilleur Taux commençait. Et donc, c'est du courtage partout en France. Voilà. Sauf que c'est une captive et que c'était uniquement les clients Nexity. D'accord. Neuf, anciens, c'est une captive. Donc moi je mets en place les partenariats, je fais des partenariats pour faire le crédit, mais aussi des partenariats éventuellement pour que les clients bancaires puissent acheter des investissements locatifs. Donc on est vraiment au tout début de la gestion de patrimoine. Ce que vous voyez aujourd'hui sur Internet, c'est le début là. Voilà. C'était quelque chose qui était un peu plus confidentiel, qui passait par des réseaux de vente. Donc moi je rentre pour ça. Et ça se passe bien. Voilà. Donc on fait rentrer de plus en plus de partenariats. La marque Nexity fédère, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le vrai sujet qui s'est passé, c'est que quand vous recrutez 130 commerciaux, voitures, portables, loyers, donc ça a un peu de charge. Donc grosso modo, c'est un modèle qui a tout de suite, ça a perdu de l'argent assez. 2 millions d'euros de pertes quasiment au bout de 18 mois d'exercice. Donc forcément, pour un grand groupe sur une nouvelle activité, ça coince un peu. Or, Nexity est une boîte très agile, mais qui sait assez vite pivoter quand il y a un sujet qui est un sujet de rentabilité ou pas de bonne cohérence du modèle économique. Comment vous avez fait alors du coup pour... Alors c'est simple, c'est souvent comme ça chez Nexity, ça va pas. Voilà. Donc grosso modo on me dit mais comment on peut faire pour pouvoir changer ce modèle-là, sachant qu'on a besoin de ce service pour nos clients, c'est-à-dire trouver les financements pour acheter les biens qui sont les nôtres. Et donc je fais la proposition de twister le sujet, c'est-à-dire de ne plus avoir un réseau qui est en physique partout dans tout le territoire, mais de transformer ça en mode plateforme. D'accord. Donc, sous-entendu, tous les flux, ça va les coups de téléphone, tout ça doit être à un moment donné organisé, centralisé pour que les demandes de dossiers de financement arrivent sur une plateforme et qu'on soit sur un mix de courtier et de plateforme de traitement pour pouvoir donner de la visibilité aux clients sur la promesse de traitement d'un dossier. Donc ça prend 18 mois, ça fait 130 collaborateurs versus 24. Ça veut dire aussi que vous développez des outils de workflow pour commencer à traiter la gestion des contacts. Vous commencez à gérer des systèmes pour répondre au téléphone et puis aussi réceptionner les dossiers pour les traiter et qu'il y ait de la visibilité. Donc on commence à rentrer à la fois dans l'outillage et à la fois dans le recrutement de personnalités et dans le fait de poser aussi des modes de rémunération pour que ça puisse plaire à tout le monde. C'est quoi les enseignements que tu tires de cette période pas forcément très très joyeuse on va dire quand tu dois sortir une vraie expérience de vie. Une vraie expérience de vie parce que sur ces 130 personnes, on a réussi à gérer dans le groupe Nexity des personnes qui sont repositionnées sur d'autres métiers. Donc ça, je trouve, le dialogue, c'est toujours quelque chose qui fait qu'on n'est pas dans le dur. Donc c'est 130 collaborateurs versus 23, mais il n'y a pas eu de procès au prud'homme, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Donc ça veut dire que ça a été bien géré, bien encadré. Et je pense que c'est parce qu'on est dans un environnement chez Nexity aussi, on est capable de renvoyer vers d'autres carrières. Ensuite, tu apprends en marchant quand même. Tu apprends en te disant mais qu'est-ce que veut mon client ? Mon client il veut être rappelé, mon client il veut avoir un traitement de son dossier le plus rapidement possible. Et ensuite de bien requalifier ce que tu fais vraiment. Et donc moi ce que je vendais à l'époque c'était un service. Le service de négocier avec les banques pour traiter le sujet et d'informer. Donc j'ai retravaillé quel est le service que je propose à mes clients. C'était le truc numéro 1, que ça soit le plus clair possible, le plus simple possible, le plus compréhensible possible sur la prestation qu'ils achetaient. C'était le premier truc. Donc maintenant, dit comme ça avec le courtage, ça paraît une évidence. Il y a 15-20 ans, le courtage, c'était un truc où il y avait des personnes qui payaient l'équivalent de 4 000 € pour faire un dossier de courtage. Bien sûr. Donc là, on a rationalisé le truc, on a mis ça très au propre. Et ensuite, je me suis vraiment intéressé à
qu'est-ce qui fait que, et c'est vraiment le lien qu'on a vu avec la banque, qu'est-ce qui fait que tous mes commerciaux passent la majeure partie de leur activité sur des sujets commerciaux. Or, sur les traitements de dossiers bancaires, vous ne pouvez pas savoir. Réellement, le temps moyen d'un courtier, c'est 20% de commerce, 80% d'administratif. Okay. Donc, comment tu fais pour transférer le sujet? Ce qu'a très bien fait un Pierre de chez Préto, qui a twisté la promesse de valeur, ce qu'a très bien fait un Meilleur Taux en retravaillant les dossiers. Bon, eh bien, moi j'ai fait ça avec mes moyens à l'époque, c'est-à-dire en essayant d'être rentable. Donc, c'était forcément avec des choix, donc avec des logiciels de marché, avec des choses pour gérer les flux, organiser les réponses et délivrer l'attendu, c'est-à-dire le traitement d'un dossier de financement. Okay. D'autant que pour un dossier de financement, moi j'avais un sujet, c'est que j'avais 3 clients. Le vrai client, celui qui m'appelle pour acheter, pour faire son financement, le vendeur qui m'a prescrit, parce que moi j'ai des vendeurs qui prescrivent la vente, et le banquier qui veut avoir un retour sur le traitement de son dossier. Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire qu'on est sur énormément d'itérations. Donc voilà, donc le truc c'était comment je gère mon temps, et puis alors je vais vous faire un truc de boomer, hein. Moi mon truc c'est matrice Eisenhower et loi de Pareto, quoi. Okay. Voilà, moi c'est mon sujet, c'est comment je fais pour optimiser mon temps pour que 80% de ce que je fais me rapporte le maximum. De la valeur, ouais. Ok. Et ben, très clair. Si on regarde maintenant dans le détail ta machine de vente, comment vous êtes organisé commercialement parlant? Ouais, donc je fais la transition parce que là il y a ce modèle la mise en marché de la fameuse plateforme d'épargne financière, c'est peut-être à l'été ou à la rentrée. Refaire juste la passerelle peut-être pour Nexity Solutions Crédit que j'ai quitté, hein, parce que cette structure, maintenant, c'est une des collaboratrices que j'avais recrutée chez Up2 d'ailleurs, qui dirige cette structure. Très bien. Voilà, donc cette collaboratrice qu'on a recrutée il y a 8 ans dirige maintenant la structure. Donc c'est une structure qui, une fois qu'elle a été rationalisée, qu'on a commencé à vraiment travailler tous les canaux, c'est une structure qui a quand même fait 24 000 clients, enfin 24 000 mandats signés avec les clients pour 4 milliards d'encours décaissés. Donc c'est pas mal. Pour une base de données clients, on a à peu près 200 000 personnes qui sont passées entre nos mains. Et on a 30 000, 40 000 prospects qui sont en base parce qu'ils étaient intéressés pour acheter un logement Nexity. Donc, partant d'un truc qui était plutôt mal embarqué, voilà, on est arrivé à quelque chose qui est honnête, qui est très honnête dans ce milieu-là. Voilà. La promesse, entre guillemets, et peut-être pour revenir à aujourd'hui, et très certainement parce que tout ce que j'ai vécu font qu'aujourd'hui il y a de l'écho. Donc, comme je vous l'ai dit préalablement, donc là aujourd'hui on va attaquer un sujet qui est de se dire comment on réinvente l'investissement immobilier pour nos clients. Et donc comme on veut vraiment aller chercher du jeune de 18 ans, on va dire, à 95 ans, ça sous-entend qu'on veut régler tous les sujets de pain point liés à l'investissement, ou en tout cas à ce qu'on appelle à l'épargne de rendement ou à l'épargne de projet. Donc, on est en train de mettre en place une plateforme. Cette plateforme va être une vraie nouveauté puisque c'est une activité où on va attaquer le sujet de l'épargne, on va attaquer le sujet des instruments financiers. Avec nous, cette envie de faire de l'épargne immobilière. Donc ça veut dire que le dénominateur commun de tous ces sujets-là, c'est qu'on aura des produits dont le sous-jacent, c'est l'immobilier. Donc tout type d'immobilier, immobilier résidentiel, immobilier tertiaire, immobilier lié aux nouvelles économies, immobilier lié au care, aux écoles, aux cliniques, aux labos. Et donc tout ça, on le veut en plus sur de l'immobilier labellisé, donc des instruments financiers labellisés. Donc pour répondre à ta question, là c'est un modèle qui va être en ligne, puisque tous nos prospects, nos clients vont pouvoir souscrire les produits en ligne. Plateforme de nouveau. Plateforme, mais là pour le coup, plateforme 100%, je veux dire, e-commerce. Ce qui veut dire que tous les produits pourront être consommés en self-care. Mais à tout moment, lorsque le client veut avoir de l'information, pourra avoir sa visio en direct. Il aura aussi des algorithmes qui lui permettra de savoir quel type d'investisseur il est, quel type de risque il prend. Et donc forcément, il y a un petit travail là qui est quand même de se dire l'outil va faire un grand nombre entre guillemets de tâches permettant à n'importe quel prospect, avant de discuter avec un vendeur, de se faire déjà une conviction sur ce qu'il peut acheter, ce qu'il ne peut pas acheter, quels sont les biais qui lui font peur. Voilà. Il y a une fiabilisation de la donnée, il faut collecter une période de référence. Et puis alors, peut-être aussi, pour être moins abstrait,
On est sur le sujet de la finance, Ouais. on est sur le sujet des instruments financiers. C'est un milieu qui est très réglementé. Absolument. Je pense que vos auditeurs savent les derniers sujets du moment. Donc, effectivement, nous, on veut des produits qui soient des produits sur lesquels le client sait exactement où met son argent. Où est son argent? Dans quoi? Dans quel pays? Dans quel secteur? À tout moment, en fonction du produit, comment je fais pour retirer mon argent? Bien sûr. Okay. Et donc, derrière tout ça, nous, on fait le job pour sortir une plateforme qui est à la fois conforme aux réglementations bancaires, conforme aux réglementations assurance, conforme aux réglementations AMF. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'on a tout le sujet réglementaire qui fait que, allez, je ne vais pas taper sur la crypto parce que j'aime bien la crypto aussi, 10% dans un portefeuille c'est bien, mais grosso modo, on n'est pas sur une plateforme qui d'un seul coup disparaît. On ne peut pas. Voilà. Donc forcément, ça veut dire qu'on prend toutes les garanties, à la fois financières et les garanties de continuer ce type d'activité sur du long terme. Okay. Donc c'est quand même un job qui n'est pas juste une landing page. Et donc on a une obligation, nous, que n'importe lequel de nos prospects qui rentre sur la plateforme, qu'il parle à l'un de nos sales ou qu'il ne parle pas et qu'il utilise les outils, eh bien il ait de l'information claire, exacte, et non trompeuse. Ok. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le sujet de Booba, de Bruno Le Maire et des influenceurs, mais enfin nous ce ne sera pas ça. Voilà. Ok, top. Et alors aujourd'hui au commerce, combien de commerciaux? Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas répondu à la question. Eh bien là, le challenge, c'est que comme c'est une activité réglementée, pour vous donner un périmètre, la force de vente Nexity, c'est si on prend tous les réseaux de vente confondus, l'immobilier neuf, l'immobilier ancien à Transact, ça doit être 500 vendeurs internes à peu près. Okay. Ensuite, on a à peu près 3000 conventions avec des apporteurs d'affaires. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une force de vente externe assez importante. Mais là, la particularité, c'est que comme c'est une vente qui est exclusivement financière, c'est des collaborateurs qui doivent être certifiés AMF. Ouais. Okay, donc moi, là, je suis dans un mode de recrutement où on aura, sur le lancement de la plateforme, 4 TP. Okay. Et on aura aussi une personne qui sera là pour gérer un peu la relation avec les investisseurs et les institutionnels. Okay. Puisque je le rappelle, cette plateforme va proposer des produits financiers. Donc ces produits financiers, je les délivre soit avec des banques, soit avec des assureurs, soit avec des sociétés de gestion. Donc pour citer les noms, on va faire des SCPI, on va faire des contrats d'assurance vie en gestion profilée, on va faire des livrets, on va faire des PER. Okay. Et la petite surprise, et on est en train aussi de créer une sorte de double promesse qui est une promesse d'un achat d'investissement locatif, puisque nous on a un portefeuille de gestion locative assez important, de produits très bien sourcés qu'on va transformer. Donc on va faire la déco, on va les valoriser, on va faire la gestion locative. Sauf que là, on va pouvoir proposer ces produits-là soit en SAS, en version action, soit en obligation. D'accord. Et pour faire plus simple, les clients pourront acheter 100 € de ces appartements-là avec effectivement un rendement délivré à la clé. Ok, bon bah top. Peut-être tokenisé. Ok. Et alors chez Nexity aujourd'hui, qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que la concurrence? En vente notamment. Oui, en vente notamment. Qu'est-ce qui a fait que Nexity est à sa place? Qu'est-ce qui fait que vous êtes leader aujourd'hui? Oui, alors il faut revenir là un peu en arrière. Donc Nexity, si je reviens sur son vrai élément différenciant il y a 15 ans. Donc, pour vous replanter un peu le débat, je suis désolé, mais la promotion immobilière il y a 15 ans, c'était un bureau. Vous savez, tu sais, ces bureaux qui sont positionnés un petit peu à l'écart de la ville, un peu des Algeco, un peu décorés, mais enfin c'était des Algeco, et ensuite un panneau avec écrit ici prochainement un programme, appelez au numéro suivant. Bon, allez, je schématise un peu. La promotion immobilière, c'était un peu ça à l'époque. Ça il y a quelques années. Voilà. Encore 15 ans, 10 ans. Ouais, il y en a encore, mais c'était ça. Okay. Et donc, c'était très sommaire en termes d'expérience client. Voilà, donc, le vrai savoir-faire de Nexity, c'est d'avoir senti le marché il y a 15 ans pour commencer déjà à organiser le fait que le futur de la promotion allait se passer en ligne. Donc, site internet, landing page, traitement des canaux, et ainsi de suite. Le sujet aussi qu'on a plutôt bien craqué, alors c'est pas moi, c'est toutes les équipes de l'époque et ils sont encore présents, c'est effectivement de mettre en place un plateau d'appel qui est chez nous. Donc on a aujourd'hui un plateau d'appel qui réceptionne en millions un certain nombre d'appels par an. Et là on a un taux de décroché qui fait que quand quelqu'un a une question sur un chat ou on a un taux de décroché qui fait qu'en moins d'une minute vous parlez à quelqu'un.
Voilà. Et donc, vous répondez à j'ai besoin d'une brochure, j'ai besoin d'informations. Voilà. Donc, je pense que le vrai savoir-faire de Nexity, d'abord, c'est d'avoir géré une approche commerciale qui fait qu'un client pouvait non seulement acheter un bien immobilier, mais être appelé par quelqu'un, avoir un rendez-vous le plus rapidement possible, avoir les informations. Ensuite, on a bien géré toute la partie commerce, le parrainage et tout ça. Et la partie qui était un peu la mienne, c'était le truc qui était un peu décevant, on va dire, en termes d'expérience client il y a 15-20 ans. 15 ans, c'est que quand vous faisiez un rendez-vous un dimanche après-midi pour acheter un logement, c'était un peu ça la mécanique de vente, vous pouviez acheter le logement, par contre vous ne saviez pas trop ce que ça pouvait vous coûter. Et donc on a fait tous les outils pour qu'un client puisse se dire je choisis mon appart, je choisis la déco, je choisis quel type de mécanique de financement je peux avoir, quelles sont les aides que je peux articuler, et donc de traiter toute la chaîne qui fait que normalement un projet immobilier c'est compliqué. Eh bien il y a 15 ans, nous on a déjà abordé ça avec c'est pas compliqué. Par contre, le vrai sujet qui fait que Nexity est là, c'est qu'on a déployé des produits qui étaient des produits pertinents pour nos clients. Voilà, c'est-à-dire qu'on est le promoteur qui a déployé des projets immobiliers dans toutes les régions de France. Voilà, et au juste prix. Donc on a été un des premiers promoteurs à aller chercher des quartiers prioritaires de la ville pour avoir des TVA réduites. On est effectivement le premier promoteur sur lequel on arrive à avoir des logements qui sont accessibles dès 250 000 euros. Voilà, donc c'est surtout ça qui a fait du bon produit, du bon service et le fait de pouvoir avoir très rapidement quelqu'un au téléphone. De la réactivité. Voilà, et on s'est, je pense, amélioré avec le temps aussi sur la relation client. Parce que d'année en année. L'expérience client, dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Et comment tu définirais l'identité de votre culture sales? Tout à l'heure, tu parlais de tempérament, de chasseur, d'éleveur. Est-ce qu'il y a un ADN commun à tes meilleurs commerciaux? Alors là je parle pour Nexity, parce que moi, du coup, il a fallu que je suis un petit peu sur le côté. Bon, on est dans l'immobilier. Donc forcément, quand on est dans l'immobilier, on a plutôt des tempéraments chasseurs. Pourquoi ? Déjà, on vend souvent des produits qui sont qui sont pas à 10 euros. C'est des produits qui sont sur des paniers moyens à 250 000. Donc forcément, on est sur des actes de vente qui sont des actes de vente un peu moins one shot. Donc la culture de l'entreprise et la culture plutôt des forces de vente Nexity, c'était plutôt chasseur. Avec le temps, on s'aperçoit que déjà, de plus en plus, les clients sont informés. Et on a quand même, avec le temps, évolué sur une clientèle aussi d'investisseurs et de multi-investisseurs. Donc on a quand même organisé des forces de vente un peu différentes. Donc on a des forces de vente aujourd'hui qui sont en bureau de vente et qui sont du front de commerce qui vendent le produit filial. Donc on va dire qu'on est plutôt sur du conseiller, mais qui est sur du closing. Ensuite, on a des équipes de vente patrimoine qui vont délivrer du conseil, mais qui pourront effectivement vendre du produit. Donc aujourd'hui, je pense qu'en fonction des structures, on a été chercher des collaborateurs qui étaient soit chasseurs, soit éleveurs. Mais la dominante chez Nexity, c'est plutôt du chasseur. La particularité, moi, sur ma plateforme, c'est qu'on a une logique de portefeuille, parce qu'on va être sur des produits financiers. Donc, pour t'illustrer le propos, quand tu vends un logement immobilier, la lifetime value d'un logement immobilier neuf, la durée de détention d'un bien immobilier en résidence principale, c'était 6-7 ans. Durée de détention, c'est tu achètes ta résidence principale, tu vis dedans, tu revends. Donc ça, c'est une logique qui était en train de baisser du fait des taux. Là, je pense que cette tendance va remonter un peu, forcément. Voilà, c'est pas une prédiction, mais enfin, je pense qu'elle va remonter. Et puis ensuite, nous, on vend beaucoup de produits qui ont en fait une approche de défiscalisation, donc qui ont des durées un peu imposées. Et donc, un investisseur chez nous qui fait un Pinel, par exemple, il va avoir une durée de détention qui est 6, 9, 12. Et donc, il y a pas trop une logique, il y a moins une logique de portefeuille. Alors voilà, donc un des sujets qui fait que je lance mon business, c'est qu'on a une base client très importante. Et qu'on va pouvoir, nous, avec nos produits, proposer, on va dire, les mêmes verticales de l'investissement locatif. C'est-à-dire, là, on va vous proposer un produit rentable avec une rentabilité à 5, 6, un produit défiscalisant, sauf qu'on va pouvoir proposer des tickets d'entrée qui seront beaucoup plus simples. On va pouvoir proposer 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Ce qui veut dire, et je termine là-dessus, les vendeurs qu'on est en train de recruter, je dis c'est une équipe. Nos vendeurs. Là, ils doivent vraiment avoir la logique de portefeuille. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des clients non seulement qui vont souscrire un produit, mais qui vont tout au long de l'année être stimulés par les produits qu'on leur propose. Et donc forcément, il faut, je pense, avoir une logique plutôt d'éleveur là.
de personnes qui donnent du conseil, qui prennent le temps. Et c'est pour ça qu'un des sujets, là, j'ai appris avec le temps. La logique de la plateforme qu'on est en train de monter, c'est à la fois de comment on organise la plateforme et les canaux pour que les vendeurs aient les clients qui ont envie de parler commerce et que le care ait vraiment toute la notion d'information, de réassurance. Donc on est vraiment rentré sur une logique il y a un service sales et il y a une entité care. Ok. Quand on est sales, justement, il y a un véritable besoin de comprendre quels sont les pain points, les douleurs de ses clients. C'est la raison même d'ailleurs de ton équipe. Comment tu fais justement pour déceler les besoins d'un marché comme ça et pour l'adresser en fait, pour l'évangéliser d'ailleurs quand le besoin n'est pas encore forcément identifié? Alors là, je pense parce que j'étais au cœur du réacteur. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, moi précédemment, mon business c'était de vendre mon service d'expert pour trouver les lignes de financement pour exaucer les projets. Donc tu es à la fois soit celui qui sauve, soit celui qui donne des conseils, mais tu es aussi celui qui annonce des mauvaises nouvelles quand ça passe pas. Okay. Donc les pain points, on les vivait quotidiennement, parce qu'on annonçait aussi des fois des refus de crédit, ça arrivait. Donc déjà là, tu as un bon écosystème de savoir ce qui passe pas. Okay. Et quand tu l'as fait pendant 15 ans, tu arrives à avoir de la data très fiable sur ce qui passe ou ce qui passe pas. Donc déjà, tu as un sujet. Ensuite, je ne l'ai pas dit, mais dans ce que j'ai fait chez Nexity, j'ai fait partie de ceux qui ont créé une académie des ventes. Voilà. Et dans cette académie des ventes, moi, j'ai géré la partie finance fiscale. Okay. Donc comment tu agrémentes ta partie financière quand tu dois vendre un bien immobilier ou fiscal. Et donc, je suis plutôt très connecté à tous les vendeurs qui sont passés. Je faisais partie des profs, donc forcément ça crée un lien. Et donc tous sont encore connectés à moi, ça fait partie de mon écosystème, ils m'appellent quand ils ont un problème et ainsi de suite. Okay. Et là, ce que je vois ces 18 derniers mois, les pain points des vendeurs sont aussi les pain points des clients. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés bancaires fait qu'il y a toujours autant de demandes des clients qui veulent acheter l'immobilier pour faire l'investissement, pour y vivre, pour faire tout ce que tu veux, mais qui se retrouvent aujourd'hui avec un vrai désarroi qui fait qu'ils ne peuvent pas parce que le prix du logement, ça coince, le financement, ça coince. Or, ils ont éventuellement de l'argent à investir. Et donc, quand tu te retrouves avec des vendeurs qui, des fois, font 400, 700, 800 coups de téléphone par an et qui, au final, font une vingtaine, trentaine de ventes par an, alors que c'était beaucoup plus avant. Ouais, bien sûr. Là, tu commences à écouter, si tu aimes bien avoir une écoute, de se dire quel est le problème, qu'est-ce qui se passe. Là, je pense que tu tombes dans la vérité. Et donc, la plateforme qui est en train d'être mise en place, c'est comment on fait pour que non seulement autour de notre base client, mais aussi de toute la politique d'acquisition des leads qu'on a, qui est assez importante, permettre à l'ensemble des vendeurs qui seront en réponse à des clients qui ont un besoin à servir, et bien là, il y a une réponse. Ok. Donc la réponse, par exemple, je veux faire un investissement locatif. Bon, ok, très bien, je vous vends un produit à 250 000 euros. Oui, mais mon crédit passe pas. Ok, pas de problème. On revoit la copie. En fait, moi, je peux peut-être mettre 100 000 euros pour mon placement. Super. Et donc, de retomber sur qu'est-ce qui fait que le client en face a une crainte. Est-ce que je veux un placement bloqué, liquide, non liquide, garantie, prise de risque, pas prise de risque. Tout ça, on va pouvoir effectivement l'articuler et donner, je pense, une excellente réponse et à nos vendeurs qui vont déjà avoir un peu plus de sourire de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes clients et aux clients qui vont se dire tiens, j'ai une alternative. Ok. Tout à l'heure, tu parlais du temps et c'est le nerf de la guerre, la réactivité notamment. Est-ce que tu as des bons tips à nous partager pour être plus efficace, plus efficient dans son organisation commerciale ? Ouais, vraiment, j'ai un peu honte parce que c'est vraiment des références datées. Alors moi, le sujet du temps, c'est un truc qui m'angoisse. Donc je ne sais pas si c'est un truc... Alors on va changer la question. Non. Je pense qu'on change, entre guillemets, nos méthodes quand on a un truc qui, viscéralement, vous fait changer. Moi, je suis toujours conscient de 3 trucs, mais je le répète. Pareto. Ok. Ça, c'est un truc, mais je pense que c'est ce que j'ai vécu en banque, mais qui m'emmène jusqu'à aujourd'hui. Ma matrice Eisenhower. Okay. Urgent, pas urgent, machin, et rationaliser ce que je dois faire. Voilà. Et je commence toujours mes journées par ma checklist et puis ma to-do à la sortie. Est-ce que tu fais la méthode des 3 tâches ou pas? Ouais. Okay. Tu peux la développer un peu pour nos auditeurs? Alors, c'est ma façon d'adapter le sujet. Okay. Grosso modo, je finis ma journée pour savoir si
ce qui s'est passé dans ma journée m'a rapporté de l'argent, m'a pas rapporté de l'argent. Enfin, j'ai une vision un peu financière des sujets. Et donc, forcément, il faut que je choisisse quels ont été les 3 moments forts de ma journée qui font que là, c'est prioritaire et donc ça crée une ligne et ça crée quelque chose dans une matrice de Gantt ou dans un Trello. Donc ça, je suis câblé comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais oublier les autres sujets, mais je finis ma journée sur les 3 grands moments de ma journée. Ensuite, forcément, j'ai ma checklist de ce que j'ai pas fait. Et donc, dans ce que j'ai fait, j'ai pas fait, je recoche. Et je me remets pour le lendemain les trucs que je vais devoir traiter en priorité que je veux pas faire. C'est ça. Et je les fais. Généralement, il faut les faire le matin. Parce que j'ai de la motivation. Il y a un grand monsieur qui a dit pour accomplir, la première chose qu'il faut faire le matin, c'est faire son lit. Exactement. Et pour accomplir des choses qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de faire, il faut toujours se pencher dessus sur les tâches compliquées dès le matin. Et ça c'est un truc, je ne sais pas si on le fait en vieillissant, mais enfin on le fait. Et ça marche. La méthode des 3 tâches, qui est une méthode qui à la base permet de préparer en tout cas sa journée, de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui, de quoi j'ai envie d'être fier, quels sont les problèmes que j'ai envie de craquer, quels sont mes enjeux, qu'est-ce qui me fera dire que j'aurai passé une bonne journée. Ça matche bien. En parlant très récemment avec un DG, il me disait, moi j'ai inventé la méthode 3 tâches plus une. Et en fait la plus une, c'est une tâche perso. Pour avoir en fait le sentiment d'avoir passé une bonne journée, il a cette obligation d'avoir une tâche perso qui est passer un coup de fil à un ami, aller déjeuner avec un pote, aller faire du sport, mais qui fait qu'il se sent bien quoi qu'il en soit dans sa journée, même s'il a beaucoup bossé, il a le sentiment d'avoir fait un truc cool, quoi. C'est là où je dois encore améliorer, je crois. Non, je suis à 100% d'accord avec ça. C'est-à-dire que forcément, quand vous accumulez, alors moi je suis déjà quelqu'un qui est très, ça se sent, je pense, même dans la manière dont je parle. Il faut qu'il y ait de l'activité. Donc forcément, j'accumule. Et puis à un moment donné, j'ai ce petit point faible qui fait que quand vous faites un sprint, alors qu'en fait vous êtes en train de faire un marathon, ça pique. Ça marche pas. Voilà. Donc ce conseil-là, je le connaissais un peu. J'essaye de l'appliquer au quotidien. Et ça, c'est là où je dois encore progresser. Pour terminer, donc Pareto, Eisenhower, les 3 tâches, les checklists, tout ça, c'est très 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 clair. C'est un truc qu'il faut faire impérativement. Et la gestion de mon temps, effectivement, c'est quelque chose sur lequel je vais même plus loin, parce que si on va peut-être parler d'outils, mais je suis devenu j'aime beaucoup Google Track. Donc sur des gros sujets qui sont les sujets, alors vous avez vu, j'utilise des Trello, des trucs comme ça parce que je fais la gestion de projet, mais sur le Google Track personnel, je l'utilise pour savoir combien de temps je passe sur certains sujets et vraiment avoir une vision un peu de se dire si je mets 4 heures là-dessus, est-ce que ça en vaut la peine, quoi. Voilà. Donc ça, je le fais. Voilà. Et pour moi, le temps, c'est le plus important. C'est la ressource la plus importante. Ouais, c'est la ressource la plus importante. Ok. Je vais te faire le truc, le temps, c'est de l'argent. Là, ça serait de se dire, c'est un peu cliché banquier quand même. Voilà. Finalement, c'est quoi une machine de vente qui est optimale selon toi aujourd'hui? C'est quoi les chiffres que tu suis, les KPI qui sont les plus importants pour se dire, là, ma machine de vente, elle marche bien, quoi? Ouais, tu as en face de toi un spécimen qui approche la cinquantaine. Donc moi, les KPI à l'époque, c'était chiffre d'affaires, nombre de comptas. Alors, ça marche toujours, j'ai pas de sujet. Honnêtement, j'ai été bluffé par des personnes qui sont plus jeunes que moi. Je suis assez d'accord maintenant sur les tunnels de conversion et sur toute la data qui fait que quels sont tes leads, ton acquisition, combien coûte ton acquisition, comment ça descend dans le tunnel, comment ça fonctionne. Voilà. Et d'ailleurs, quand à un moment donné, je dois essayer de craquer des modèles, je rentre par ça. Je rentre par ça pour me dire, mais ok, c'est quoi le volume, comment ça marche. Et donc ça, c'est important pour moi. Voilà. Après, je suis un peu moins radical. Avant, j'étais radical avec closing. Donc c'était le taux de transfo dans le dur, nombre de rendez-vous, nombre de contrats, et ça marche toujours. Mais j'essaye aussi de comprendre ce qui coince dans ma machine avant. Voilà. Et dans le business notamment qu'on va aller chercher là, qui est le business des instruments financiers, sur lequel en fait, si je résume, tu vends quoi? Tu vends la confiance, c'est ça que tu vends. Bien sûr. Il y a un vrai gros sujet de comment tu emmènes tous tes prospects vers un acte de vente. Voilà. Et ça, c'est un truc où j'étais des fois un peu pragmatique, très pragmatique avant, et c'est normal, et on va l'être parce qu'on lance un business et qu'il faut l'être. Néanmoins, j'ai un soin tout particulier à se dire comment je fais pour être dans mon avant-vente vraiment bon. Parce que c'est le business de la confiance, en fait. Bien sûr. Et après, forcément... S'il y a un couac, c'est... Ouais, et puis j'ai cette logique quand même qu'à partir du moment où tu délivres des produits financiers qui sont de qualité, qui sont
qui réassure et sur lequel le sous-jacent est pertinent et que tu vas délivrer de manière claire une valorisation des parts et un rendement, il est fort probable que ta communauté va grossir. Pourquoi ? Parce qu'on va quand même chercher ce type de produit. Donc on se dit, quelle est la plateforme de confiance qui te permet de le faire ? Il y a un besoin, et puis si tu fais bien le job, les gens parlent. Voilà. Mais il faut convaincre avant. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux là, ces 2-3 dernières années qui vous ont fait gagner justement en efficacité, en efficience ? Donc là encore, je vais parler de ce qu'a fait Nexity et puis après ce qu'on va faire nous. Mais c'est intéressant parce que c'est le terrain qui permet de se dire... bien sûr. Bon, déjà, Nexity, comme tous les promoteurs, on a vécu le Covid. Okay. Or, on avait quand même une mécanique de vente qui était une mécanique de vente, même si on avait déjà, nous, pris le chemin des signatures électroniques, des visios. Bon, on avait développé plein de trucs pour que le client soit en immersion, c'est-à-dire des visions 3D, des visions... voilà. Donc, on était déjà dans un truc très immersif au niveau de l'achat immobilier. Néanmoins, peut-être aussi parce que les vendeurs nous disaient « bah non, mais les clients, ils veulent venir absolument, ils veulent parler immobilier, ils n'achètent pas une baguette de pain, tout ça. » Ce qu'on a amélioré, c'est ça, c'est qu'en moins de 3 semaines, un mois, on a mis en place tout un système qui permet à nos vendeurs de pouvoir travailler partout. Okay. Voilà. Que lorsque le client rentre en relation par un vendeur avec une visio et avec des outils, c'est interactif et le client va pouvoir traiter, on va pouvoir pas faire qu'une seule visio, mais être sur un univers Nexity qui permet au client d'avoir accès à tout, les brochures, les éléments, les informations, les simulations, les bilans patrimoniaux. Donc on a vraiment traité une expérience qui fait qu'on peut très bien reproduire un rendez-vous le soir à 19h30 pour acheter un investissement locatif à 250 000 euros. Okay. Voilà. Donc ça a été le gros truc. Et après, le gros truc qu'on a vraiment travaillé, c'était comment on gère vraiment toute la relation client pour qu'il y ait un parcours sans couture, pour que le client qui achète un bien soit totalement rassuré sur son onboarding, sur comment ça va se passer, et ainsi de suite. Voilà, ça a été le gros sujet. Ok, l'onboarding. Ok. Voilà. Si on se réfère maintenant au contexte actuel, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement ? Bon, déjà de reprendre le nombre d'heures suffisantes pour se dire c'est quoi mon produit, c'est quoi mon service, de se reposer les questions fondamentales de est-ce que mon service correspond bien à la demande, est-ce que ça répond bien à des pain points, et est-ce que mon produit, où se situent entre guillemets les avantages. Je pense que là il y a un vrai sujet aujourd'hui de se reposer les bonnes questions. Proposition de valeur, clair. La sensation du moment, mais je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est un ressenti. Je pense que là, on est retombé dans une mécanique de vente où le vendeur, c'est comme un sportif de haut niveau. Ouais. Il a intérêt à être entraîné, quoi. Bien sûr. Parce que, encore une fois, je suis désolé, ça va être une référence de boomer. Moi, j'ai fait du tennis pendant longtemps et il y avait un monsieur, je crois qu'il est décédé, qui a formé des grands champions comme Agassi et Sampras. Ouais. Et il avait dit pour créer un coup qui fonctionne à tous les coups, donc un coup droit ou un revers, et qui est un vrai coup droit revers, et qui est un geste qui devient une base de son jeu. Donc prenons un Agassi qui avait un des grands coups droits de l'époque. Et bien grosso modo à l'époque, je crois que ce Nick Bollettieri disait il faut taper 10 000 fois la balle. Et quand vous avez tapé 10 000 fois la balle, c'est intégré et ça devient un réflexe. Et donc vous ne réfléchissez plus quand vous tapez la balle. Quand vous le faites. Okay. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet qui est de reprendre les équipes et de leur donner confiance. Pourquoi ? Parce que c'est comme tout bon attaquant, quand vous plantez 3-4, je suis désolé, c'est très référence sportive, mais quand vous plantez 4 buts par match, tout va bien, puis d'un seul coup vous plantez 0, vous commencez à avoir une perte de confiance. C'est sûr. Et donc je pense que là il y a un vrai sujet qui est du sujet de... Même si là, le contexte est dur, quoi. Ok. Quelques dernières questions de fin. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Alors c'est pas un conseil, je sais pas si c'est un conseil. Ceux qui m'ont fait progresser m'ont dit vas-y, on y va et prends ton téléphone et attaque le sujet. Donc en gros, c'est de te mettre dans le bain. Réfléchis pas trop, fais-le, regarde comment ça se passe. Lance-toi. De toute façon, j'accepte l'échec. T'as le droit à l'échec, quoi. Donc tu vas perdre. Puis quand on aura marre de perdre, tu vas gagner. Très bien. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé à l'âge de 20 ans ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Gère mieux ton temps.
Perds pas ton temps. Je prenais beaucoup. Je suis très bavard, donc je prenais beaucoup de temps. Enfin, je prenais beaucoup de temps avec tout le monde, quoi. Gère mieux ton temps. Va à l'essentiel et écoute plus. Ok, top. Un livre qui t'a inspiré récemment sur le management, la vente Ouais, alors je vais revenir un peu sur les sujets du moment parce que c'est les miens, mais j'ai relu des livres sur la finance personnelle qui sont des best-sellers, quoi. Donc, Ok. et qui m'ont remis un petit coup de pied au cul. Enfin, je trouve qu'ils sont bien, quoi. Donc après, ils sont pas. C'est de la littérature américaine. C'est pas de la grande littérature, mais Père riche, Père pauvre. Je trouve ça grand classique, mais ça c'est bien. Ça se lit bien en plus. Voilà. L'homme le plus riche de Babylone. Ça marche bien aussi. Ah, je connais pas celui-là. Voilà. L'histoire c'est plus ancien, mais je trouve qu'il est plutôt bien parce qu'il est traité en forme de conte, donc c'est plutôt sympa. Okay. Et c'est facile d'accès. Et puis allez, on terminera par 2 bouquins. Donc L'investisseur intelligent, Benjamin Graham, préfacé de Warren Buffett. Je trouve que ça c'est pas mal. Et puis le Hard Things de Horowitz, qui est sur il raconte comment, entre guillemets, ce qui s'est passé dans sa boîte, ce qu'il a dû gérer, comment on gère, entre guillemets, des situations qui sont des situations. Et il le fait sans dire... Enfin, il dit cache les choses. Je trouve que c'est un excellent bouquin. Ok. Voilà. Top. Bon, on a fait le tour, Olivier, je pense. Merci. Merci pour tes bons conseils à la fois immobiliers, bancaires, commerciaux. Et puis, on te dit à très bientôt dans Vive la Vente. Eh bien, avec plaisir. Salut, à bientôt, Olivier. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à